Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais, vous n'êtes pas content. Et c'est pour ça que j'ai déjà un petit fou rire parce que je vous vois déjà venir. Mais c'est pas ma faute, hein. Comme disait Lolita, c'est pas ma faute à moi. Si j'ai été fortement malade, j'ai encore un reste de tout. Comme le cut là que je viens de faire parce que je viens de tousser, il y en aura sûrement beaucoup. Normalement ça ne devrait pas m'empêcher de lire, mais j'ai eu une énorme pharyngite le lendemain de mon anniversaire. Mon anniversaire ça a été le 17, vendredi 17 passé, et le lendemain j'ai attrapé une crève monstre. Ça, pendant presque une semaine j'ai pratiquement pas dormi. Je toussais tellement que je devais attendre que la nuit passe en bas dans mon salon pour pouvoir laisser ma compagne dormir tranquillement, et seulement vers à chaque fois 9-10 heures du matin, tout me laissait tranquille et je pouvais dormir 2-3 bonnes heures. Mais je n'aurais jamais pu faire de montage, je n'aurais jamais pu faire de vidéo, encore moins de lecture, parce que j'étais complètement devenu aphone. Je pouvais plus parler pratiquement que comme ça. Je pouvais pas élever la voix plus fort que ça. Donc vous allez me dire, dans des vidéos ASMR, c'est pratique, mais ce n'est pas mon ASMR pour mes lectures. Donc voilà, je n'aurais jamais pu faire de vidéo. Ici je vais beaucoup mieux, toujours avec une toux. Je sens que ça gratte, mais j'ai ma bouteille d'eau. On va commencer photo de malheur. Je vous ai pas demandé vous, j'espère que vous allez bien parce que pour le moment il y a beaucoup de malades, donc j'espère que vous, ça va. Donc comme je le disais, nous allons commencer le tome numéro 31, photo de malheur. Ça me fait toujours un petit quelque chose de lire des suites de livres que nous avons déjà lus, comme La colère de la momie et Le retour de la momie, si je dis pas de bêtises, Le masque hanté et Le retour du masque hanté. Ici nous avons photo de malheur qui est dans la même histoire, on va dire, que quelque chose avec des photos. Donc j'ai oublié le titre, mais vous savez de quoi je parle. Donc sans plus attendre, installez-vous confortablement. J'espère que je saurai lire beaucoup. Ça commence déjà beaucoup. Donc installez-vous confortablement. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Alex Banks. Lorsque M. Harang, notre professeur de français, prononça mon nom, un frisson me parcourut le dos. Assis au fond de la classe, j'avais pourtant essayé de me faire tout petit, me cachant derrière le large dos de Brian Webb, l'espèce de gorille qui était juste devant moi. J'avais croisé les mains, priant pour que M. Harang ne m'appelle pas au tableau. Il avait décidé de nous soumettre, l'un après l'autre, à un exercice terrible. Nous devions raconter intelligemment une aventure qui nous était arrivée. Et cet exercice allait compter pour 50% du total des compositions de l'année. « Alex Banks » répéta M. Harang. Pas de doute, il en avait après moi. Ma gorge se serra tellement que je respirais avec difficulté. N'ayant plus le choix, je me levai, les jambes tremblantes. Il faut préciser que j'ai particulièrement horreur de parler devant les autres, surtout quand je n'ai pas eu le temps de répéter. Prenant sur moi, je me dirigeai vers l'estrade. J'étais à mi-chemin quand Danny Green, fidèle à son habitude, laissa traîner son pied dans l'allée. Évidemment, je trébuchais, mais réussis à me rattraper de justesse. Cela déclencha néanmoins un fou rire général. Monsieur Harang fronça les sourcils. « Danny, pourquoi te sens-tu obligé de faire un croche-pied à tous ceux qui passent ?»« Parce que c'est amusant, » répondit celui-ci, imperturbable. Son insolence provoqua de nouveaux rires. Monsieur Harang semble ignorer que Danny est un rigolo. C'est bien le seul d'ailleurs. Il n'a aucun sens de l'humour, ne comprend pas la plaisanterie et ne rit jamais. Il est grand, mince, tout sec et presque chauve. Ses lèvres restent pincées en permanence, comme s'il venait de mordre dans un citron vert. C'est certainement pour ça qu'il porte le surnom de Harang sourd. Mais il n'en sait rien, bien sûr. Il est si antipathique que les élèves du collège de Saint-Esther, notre ville, n'ont qu'une angoisse, se retrouver dans son cours. Mes meilleurs amis, Sarah Walker, Michael Warner et Arthur Norman, sont tombés sur l'adorable Madame Folsom. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Quelle poisse! Arrivé au tableau, je m'éclaircis la gorge. J'étais rouge comme une tomate, j'avais les mains moites, paniquant à l'idée qu'on puisse s'apercevoir que mes genoux jouaient des castagnettes. J'imaginais un acteur devant son public. Éprouvait-il le même genre de trac? Je n'eus pas le temps de répondre à cette question. Monsieur Harang fit craquer les articulations de ses mains osseuses. « Allons-y, Alex, raconte-nous ton histoire. Je te rappelle qu'elle doit être vécue. » Je pris une grande inspiration, toussai et me lançai.
C'était un beau dimanche de l'automne dernier. J'étais avec mes copains Sarah, Michael et Arthur. Nous tournions en rond dans Saint-Esther sans savoir quoi faire. On s'ennuyait ferme, pour tout dire. On essayait de trouver une occupation un peu excitante. Et puis Michael eut une idée. Il nous proposa d'explorer la maison Kaufmann. Et... C'est quoi cette maison Kaufmann m'interrompit M. Harang, les sourcils froncés. C'est une maison hantée, s'écria Danny. Oui, c'est là qu'habite Alex, renchérit Brian. Des ricanements incontrôlés accompagnèrent cette réflexion idiote. Prenant sa mine la plus renfrognée, Harang sourd leva la baguette qui ne le quittait jamais et imposa le silence. C'est une vieille bâtisse déserte qui se trouve sur une colline dans mon quartier, expliquai-je. Donc on y pénétra et on descendit dans la cave. C'est là qu'on découvrit un vieil appareil photo. Et c'est là aussi que mon histoire commence, car cet objet avait des pouvoirs maléfiques. M. Harang émit une sorte de grognement et fit les gros yeux. Des élèves pouffèrent. Je les ignorais et poursuivis. Comme c'était un Polaroid, la photo se développait instantanément. Mais, chose curieuse, ce n'était jamais celle que nous avions prise. Elle montrait chaque fois un événement horrible qui allait se passer. Par exemple, je photographiais la voiture flambant neuve de papa, et bien le cliché représentait cette voiture accidentée, complètement ratatinée. Et quelques jours plus tard, mon père eut un grave accident. Il s'en tira par miracle. La prédiction s'était réalisée. Je jetai un coup d'œil autour de moi pour voir l'effet produit par mon récit. Certains rigolaient, d'autres m'interrogeaient du regard, perplexes. Brian essaya de me faire perdre contenance en me faisant des grimaces. Ensuite, je pris en photo mon copain Arthur en train de jouer au baseball, continuai-je. Il posait fièrement, mais sur l'image, il apparut allongé par terre, inconscient. 2 minutes après, un garçon envoya la balle droit sur sa tête et il s'évanouit, exactement comme le montrait la photo. La plupart des élèves semblaient maintenant intrigués. Je me tournai vers M. Harang. Il avait la tête dans les mains, les coudes sous la table, de sorte que je ne pouvais pas me rendre compte de sa réaction. Ce n'est pas tout, précisai-je. Il y eut ensuite un épisode encore plus effrayant. J'apportai l'appareil chez Sarah le jour de son anniversaire et je la pris, appuyée contre un arbre. Sur le cliché, il y avait bien l'arbre, mais Sarah avait disparu, comme si elle était devenue invisible. Eh bien, figurez-vous que 3 minutes plus tard, mon ami s'était évanoui dans la nature, évaporé. Des élèves me fixaient la bouche ouverte, d'autres se moquaient de moi. Quant à M. Harang, il gardait la même position. Qu'était-il en train de manigancer? Sarah ne revint que quelques jours plus tard. Alors, terrifiés par cet appareil, nous avons décidé de le rapporter à la maison Kaufmann. Nous y avons rencontré un homme bizarre, habillé tout en noir, surnommé l'araignée. Il nous déclara être le propriétaire du Polaroid et nous prévint qu'un sort avait été jeté à cet appareil. M. Harang me fit sursauter en frappant le bureau avec sa baguette. « Ce sera tout » lança-t-il brutalement. « Pardon » fis-je, n'étant pas sûr d'avoir bien compris son ordre. Dans la classe, on aurait pu entendre une mouche voler. Harang sourd secoua la tête, puis il me scruta de ses yeux bruns et mesquins. « Alex, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. » La cloche du déjeuner sonna. « Nous continuerons demain, annonça M. Harang. C'est terminé pour aujourd'hui. » Les autres se levèrent, faisant racler les chaises sur le plancher. Je les vis ranger leurs livres et leurs cahiers dans leurs cartables. Puis, ils se dirigèrent vers la porte, vers la liberté. Je n'avais qu'une envie, c'était de les suivre en courant, mais les yeux implacables du professeur ne me quittaient pas, comme s'il voulait me clouer sur place. J'attendis impatiemment que la pièce soit vide, puis je m'adressai à Harang sourd d'une voix faible, les mâchoires crispées. « Quelle est cette mauvaise nouvelle ?»« Je te mets un 0 pour ce travail, » répondit froidement le professeur. « Tu as complètement raté cette épreuve, Alex. » Sentant mes genoux faiblir, je dus me rattraper au bord du bureau pour ne pas tomber. « Mais, pourquoi ?» parvins-je enfin à articuler. Il croisa ses bras décharnés sur sa chemise Lacoste jaune. Comme j'aurais aimé que le petit crocodile lui saute à la figure et lui morde le nez. « Eh bien, tu n'as pas suivi le plan demandé » expliqua-t-il. « Comment ça ?» Mes jambes en coton me soutenaient à peine. « Alex, je t'avais demandé de raconter une histoire vraie, » reprit M. Harang d'un ton sévère. « Au lieu de ça,
Tu nous sors un conte à dormir debout et complètement idiot. Tu as dû le trouver dans une bande dessinée. Enfin, de qui te moques-tu? Je lâchai le bord du bureau et serrai les poings de toutes mes forces. Mais monsieur Harang, c'est vrai. Je vous jure que cet appareil photo existe. Je n'ai rien inventé. Je pris une grande inspiration, m'efforçant de garder mon calme et de ne pas crier. Vous pouvez demander à mes amis, ils sont dans le cours de Madame Folson. Ils étaient avec moi, ils vous diront ce qui est arrivé. Je leur fais confiance, décréta-t-il avec un sourire moqueur. Je suis sûr qu'ils répéteront ta version. Mais non, je vous promets que... Monsieur Harang secoua la tête. Tu n'as pas pris ce devoir au sérieux, Alex. Tu as traité le sujet comme si c'était une bonne blague. Je te mets donc un 0. Je gardais mes poings serrés et émis un grondement sourd. Contrôle-toi, Alex, me répétai-je. Contrôle-toi, mon vieux. Mais comment aurais-je pu me contrôler? Cette note était tellement injuste. Sans oublier ses conséquences. Pour moi, c'était presque une question de vie ou de mort. Monsieur Harang, vous ne pouvez pas me mettre 0, gémis-je, prêt à me jeter à genoux pour le supplier. C'est comme si vous ruiniez mon existence. Impitoyable, il me dévisagea sans dire un mot. Si j'ai ce 0, je ne pourrai pas aller chez mes cousins cet été, continuai-je. Ils habitent en Californie, près de Los Angeles. Mes parents m'ont promis que si j'avais de bons résultats en français, j'irais y passer les vacances. Vous comprenez? Il ne bougea pas d'un millimètre, le front plissé, continuant à me fixer. Si j'ai 0, je resterai ici tout l'été, m'écriai-je, désespéré. Finalement, il réagit. Un sourire méchant sur les lèvres, des éclairs dans les pupilles. Il déclara. Eh bien, comme ça tu auras tout le temps pour inventer d'autres histoires stupides. Il se mit à griffonner des notes sur son carnet. Monsieur Harang, je vous en prie, l'implorai-je. Je n'ai pas raconté de mensonges. Bon, d'accord, fit-il en levant la tête. Alors, prouve-le. Je restai là, éberlué, la bouche ouverte. Apporte-moi ce Polaroid, ricana Harang sourd, et prouve-moi qu'il est ensorcelé. Sinon je te punis et je maintiens ton 0. J'examinai son visage. Était-il sérieux? Il me défiait du regard, puis il me renvoya d'un geste. Va déjeuner maintenant. La prochaine fois tu prendras mes devoirs au sérieux. Je regagnai ma place au bord des larmes. Je ramassai mon sac, le jetai sur mon épaule d'un geste rageur et sortis de la classe comme un bolide. Tout en marchant, je pris la peine de réfléchir à ce qui m'attendait. Fallait-il que je retourne dans la vieille maison en ruine? Que je retrouve ce maudit boîtier? Il n'en était pas question. Cet appareil est trop dangereux. Il a fait trop de victimes, pensai-je. Il me fait trop peur. Oui, mais il y avait ce 0. Si je voulais retrouver mes cousins cet été, j'étais obligé de récupérer une note correcte. Que pouvais-je faire? Au réfectoire, je retrouvai mes amis à notre table habituelle. Je posai mon plateau si brutalement que la moitié de mon soda s'échappa du gobelet. « Qu'est-ce qui te prend, Alex » s'exclama Arthur. Je me laissai tomber comme une masse sur une chaise. Prostré, je ne touchais pas à mon repas. Je gardais les yeux fixés sur le mur. Il m'apparut dans une sorte de halo verdâtre. « Qu'est-ce que tu as » répéta Arthur. « Rien, l'oiseau, bougonnai-je. En fait, Arthur ressemble tellement à un héron que tout le monde ici l'appelle l'oiseau, y compris ses parents. Il est grand et mince, avec de petits yeux très rapprochés et un long nez en forme de bec. Ses cheveux bruns dressés sur le haut de la tête forment une sorte de toupet. Et puis, il marche bizarrement en rebondissant d'une jambe sur l'autre. « Sale temps, Alex, non » commenta Michael qui dévorait le contenu de son assiette. « C'est sûr, murmurai-je en soupirant. Sarah portait un t-shirt bleu pâle qui tombait sur un jean délavé. Rejetant ses longs cheveux noirs en arrière, elle demanda « Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Respirant un grand coup, je me décidai à leur raconter ce qui m'était arrivé pendant le cours de français. « Arançon ne t'a pas cru ?» s'indigna Michael qui en fit tomber sa fourchette. « On va aller tous ensemble lui dire la vérité. »« Vous non plus, il ne vous croira pas, grognai-je. »« Mais enfin, ajouta Michael, on a tous vécu la même aventure, non ?»« Oui, on est 4 contre 1, renchérit Arthur. Il sera obligé de nous croire. »« Écoutez, vous connaissez Arançon. Il m'a dit qu'il ne me croirait que si je lui apportais une preuve. Donc il ne reste qu'une solution. Lui montrer l'appareil pour qu'il constate qu'il est bien ensorcelé. »« Mais on ne peut pas faire ça !» s'exclamèrent en chœur Michael et Sarah.
En jetant un coup d'œil par-dessus leur épaule, j'aperçus Brian et Danny. Étant donné que ce sont les deux plus gros garçons de l'école, on les surnomme Sumo 1 et Sumo 2, car ils ont l'allure des lutteurs japonais. Mais malheur à celui qui ose les appeler Sumo en face. Ils l'écrasent comme une mouche. Ces monstres m'avaient suivi après la classe. Quand ils constatèrent que je les avais repérés, ils m'adressèrent un déplaisant sourire en coin. Pour me faire enrager, ils firent semblant de prendre des photos avec un appareil imaginaire. Clic-clac, fit Brian. Oh non, ma pellicule est maléfique. Fais un sourire, gentil Alex, intervint Danny. Dis-moi donc, Cheese, attention, le petit oiseau va sortir. Ouais, comme il a l'air malin, notre Alex, ironisa Brian. Rejetant la tête en arrière, ils se mirent à rire comme des fous. Très drôle, vraiment très drôle, les gars, grommelai-je. Si vous continuez, c'est vous qu'on va mettre en boîte, leur lança Michael. Personne ne rit. En fait, les blagues de Michael sont rarement drôles. Un peu enveloppé, il a des cheveux roux coupés courts, un visage plein de taches de rousseur et des yeux très bleus. De toute façon, je n'avais pas le cœur à m'amuser. Mes vacances étaient fichues, et comme mes amis avaient déjà arrêté leur projet pour l'été, j'étais presque sûr de m'ennuyer tout seul à Saint-Esther. Ça, je ne pouvais pas le supporter. Plutôt mourir. La perspective de passer 2 mois à me morfondre me redonna de l'énergie. Si pour prouver à M. Harang que je disais la vérité, je devais retrouver ce Polaroid infernal, eh bien, j'allais le faire. Sarah dut lire dans mes pensées, car elle me prit le bras et se pencha au-dessus de la table. « Alex, ne fais pas ça, c'est trop dangereux. » « Elle a raison, approuva Arthur. Pour rien au monde, je ne retournerai dans cette maison hantée. Jamais. »« Dis donc, et ton frère ?» intervint Michael. « Qu'est-ce qu'il a, mon frère ?» fis-je un peu surpris par sa question. « Il ne travaille pas dans un magasin de photos ?» C'était vrai. Mon frère aîné, William, travaille chez Kramer. Le soir, après ses cours à l'université, il développe des pellicules. « Oui, et alors ?» continuai-je. « Peut-être qu'il pourrait dire à Aransour que l'appareil est vraiment sorcelé. » « Oui, mais il faudra prouver qu'il l'est, » objectai-je. « Comment veux-tu t'y prendre ?» Michael réfléchit, mais il ne trouva pas de solution, malheureusement. « Tu vois, je suis coincé, me résignai-je. Il faut aller dans la maison Kaufmann. Qui veut venir avec moi ?» Un silence lourd suivit ma question. Arthur se concentra sur sa salade, Sarah tourna une boucle de cheveux autour de son doigt, Michael fixa désespérément le plancher. « Ne répondez pas tous en même temps, surtout, » dis-je. Je n'obtins pas plus de réaction. Je n'ai besoin de l'appareil que pour un jour, pas plus. Et puis je le rapporterai là-bas, et je ne remettrai plus les pieds dans cette baraque. Jamais. Ils continuèrent à se taire. Arthur leva les yeux au ciel et se mit à siffloter. Je ricanai, un peu méprisant. D'accord, puisque c'est comme ça, j'irai tout seul. N'y retourne pas, s'écria Sarah, affolée. Même pour 1 minute, il va y avoir une catastrophe, j'en suis sûr. Si seulement je l'avais écouté. L'après-midi passa sans que je m'en rende compte. J'eus un mal fou à me concentrer, entendant à peine ce qui se disait. Pendant l'interrogation écrite d'orthographe, je remplis ma copie comme un automate. À l'entraînement de volley-ball, lorsqu'un joueur m'envoya la balle sur la tête, je ne ressentis rien. Je me souviens juste d'avoir quitté la salle. Ensuite, Madame Jake, notre professeur de musique, me surprit en train de regarder par la fenêtre, l'air absent. Pensant sans doute que c'était à cause de l'incident du cours de gymnastique, elle voulut m'envoyer à l'infirmerie. Je dus la convaincre que j'étais en pleine forme pour ne pas y aller. En fait, je rêvais tout éveillé. Ou plutôt, j'étais obsédé par l'appareil caché dans la vieille maison hantée. C'était plus fort que moi. Comment allais-je me faufiler dehors après le dîner et grimper la colline jusqu'à cette vieille baraque décrépie ? Une fois là-bas, il me faudrait encore descendre dans la cave et sortir ce boîtier de malheur du petit placard où je l'avais caché. J'arriverai bien à prouver à Arangsour qu'il est ensorcelé, pensai-je. Je lui démontrerai qu'il s'est trompé et que c'est lui qui n'est pas réglo. Et ceux qui se sont moqués de moi en prendront aussi plein la figure. Mon 0 à l'exposé se transformera en 18 sur 20. Voilà à quoi je réfléchis tout le reste de la journée. Je n'avais pas oublié mes amis non plus. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'avoir peur, parce que moi aussi, j'étais effrayé. Je me fis la promesse de faire très attention. J'apporterai l'appareil maudit au collège, mais je ne prendrai personne en photo. Oui, mais alors comment donner la preuve à Aransour ? Et si je photographiais la salle de classe vide ?
ou bien la salle à manger, ou le gymnase. Après, j'irai remettre l'appareil à sa place, dès que M. Harang aura changé ma note. Et je n'y toucherai plus jamais. Après les cours, je me mis à la recherche de Sarah. Nous sommes voisins et d'habitude nous faisons le trajet ensemble. Malheureusement, elle était déjà partie. Déçu, je pris le chemin de la maison. Tout en ruminant mon plan, je donnais des coups de pied dans une canette de soda qui traînait. Je n'avais pas fait 100 mètres que des voix m'arrêtèrent. « Hé Alex, retourne-toi !» 2 mains puissantes me saisirent les épaules et me firent tourner sur moi-même. C'était Brian Webb. « Alex, on est allé à la maison Kaufman, s'écria-t-il. On a trouvé ton Polaroid. Fais cheese !» Braquant l'objectif sur moi, il appuya sur le bouton. L'éclair du flash m'obligea à fermer les yeux. Je poussai un cri d'angoisse, certain qu'une malédiction allait se réaliser. Je m'imaginais sur le cliché le visage déformé par la douleur, en train d'agoniser. Quand je soulevais mes paupières, les 2 complices étaient en train de rigoler. Ils se donnaient de grandes claques dans les mains. Danny tenait bien l'appareil, mais il était en carton. C'était un de ces modèles jetables à 50 francs. Rien à voir avec celui que je craignais tant. « Bien joué, les gars, dis-je, encore ébloui par le flash. Vous êtes de vrais rigolos. »« C'est plutôt toi le rigolo, avec ton histoire à la noix, » grogna Brian. « Où as-tu été chercher ça ?» On était tous pliés en 2. Je les fixais, furieux, le cœur battant. Les 2 sumo étaient tellement énormes qu'ils me barraient la vue. Persuadé qu'ils allaient continuer à se moquer de moi, je me préparais à me défendre, au cas où les choses se seraient gâtées. Mais je me gardais bien d'attaquer le premier. Je n'avais ni le temps, ni l'envie de me battre. « Demain vous rigolerez peut-être moins, » murmurai-je. Sur ces paroles, je leur tournai le dos et filai. Pendant le dîner, je ne quittais pas mon assiette des yeux. J'étais trop nerveux pour avaler quoi que ce soit, et j'avais l'estomac noué par toutes ces émotions. « Passe-moi les pommes de terre, » me demanda William en découpant son poulet. « Ce ne sont pas des pommes de terre, mais des navets, » corrigea maman. Il haussa les épaules, se contentant de remplir son assiette à ras-bord. William me ressemble beaucoup avec ses cheveux blonds, ses yeux verts et son sourire naïf. On dirait que nous sommes jumeaux, sauf qu'il a 16 ans, et moi 12. « Pourquoi es-tu si pressé ?» s'étonna maman en le regardant dévorer ses navets. « Je dois retourner au laboratoire, » répondit mon frère en s'essuyant la bouche avec sa serviette. « On a du travail par-dessus la tête, et j'ai promis à M. Kramer de faire des heures supplémentaires. »« Tu dois commencer à en connaître un rayon sur la photo, » intervint papa. « Oui, pas mal. »« Surtout ne parlons pas de photos, » suppliai-je intérieurement. Ce simple mot me donnait la chair de poule. Je savais ce qui m'attendait après le dîner. Il faudrait que je me faufile dehors pour aller jusqu'à la vieille bâtisse déserte, là-haut, sur la colline. William repoussa sa chaise qui grinça sous le plancher. Il se leva d'un bond et jeta sa serviette sur la table. « Je dois filer. À plus tard. »« Tu n'as pas de devoir à faire ?» lui cria maman. « Non, tu sais bien qu'on n'en a pas à l'université, » prétendit William. Et il claqua la porte derrière lui. « Quel fainéant celui-là » plaisanta papa. « Il en a, évidemment. » Brusquement, mes chers parents se souvinrent que j'existais. « Alex, mais tu n'as rien mangé, constata ma mère. Tu n'aimes plus le poulet ?»« Tu sais, j'ai abusé des gâteaux après les cours, » mentis-je. « Je n'ai plus faim du tout. »« Nous allons chez ta tante Hélène après le dîner. Tu veux venir avec nous ?»« Non, je ne peux pas, j'ai plein de leçons. Ça va me prendre un bon bout de temps. » En général, je n'aime pas inventer des histoires, mais ce soir-là, je ne pouvais pas faire autrement. « Quelle note as-tu eu ce trimestre ?» voulut savoir maman. « Oui, dis-nous à quoi va ressembler ton carnet, » renchérit papa en se penchant vers moi. « Peter et Alice m'ont appelé de Californie cet après-midi. Ils m'ont demandé si tu comptais venir cet été. J'ai répondu que nous prendrions une décision dès que nous aurons vu ton carnet. »« Oh, ça va, marmonnai-je, les yeux toujours fixés sur mon assiette. « Enfin, c'est plutôt demain que ça ira mieux, » me rassurai-je, pensant à ce que ferait M. Harang quand je lui apporterais ma preuve. Papa et maman desservirent la table. « Peter et Alice veulent absolument que tu prennes un appareil photo. Leur région est tellement belle. William pourrait peut-être t'en procurer un pas cher, » suggéra maman. « Oui, c'est une idée. Mais pourquoi s'obstinait-il à parler de photos aujourd'hui ?» J'attendis que mes parents soient partis chez tante Hélène et patientais encore 10 bonnes minutes au cas où ils auraient oublié quelque chose. Dehors, il faisait frais. J'enfilai une chemise à manches longues par-dessus mon t-shirt et mis une lampe torche dans la poche de mon jean.
Puis je descendis au garage prendre mon vélo. Le vent tourbillonnait. Comme il faisait humide, j'inspectais le ciel, espérant qu'il n'allait pas pleuvoir. Un pâle quartier de lune argentée flottait au-dessus des arbres sans feuilles. Je constatais que mon pneu avant était un peu dégonflé. Estimant qu'il tiendrait bien jusqu'à la maison Kaufmann, je sautai sur la selle. Quand je fus sur la route, je jetai un dernier coup d'œil à la maison. J'avais laissé les lumières allumées et leur douceur m'attira à tel point que j'eus envie de rebrousser chemin, de laisser tomber la demeure hantée et son appareil photo diabolique. Mais je ne céda pas à cette tentation. La simple idée que mes vacances d'été puissent être compromises par le 0/20 de M. Hareng me décida à continuer. Je m'encourageais, branchai ma dynamo et roulai rapidement. Pour me stimuler, je me mis à parler tout haut. « Ça y est, mon vieil Alex, tu es sur la bonne voie. » Le vent me fouettait le visage. De chaque côté de la chaussée, la végétation frissonnait sous l'effet des bourrasques. L'une d'elles fit s'envoler devant ma roue des journaux abandonnés. Je faillis tomber et les éviter de justesse. Mon expédition commençait bien. En arrivant au bas de la côte, je changeai de vitesse. J'imaginais déjà les décombres de la vieille baraque cachée derrière la petite forêt de vieux chênes, au sommet de la colline. Je me souvenais d'une construction à 2 étages, avec un vaste porche et une verrière. Le toit pontu en tuiles rouges soutenait 2 grandes cheminées. Autrefois, cette demeure avait dû être très agréable. Mais, inhabitée depuis des dizaines d'années, elle s'était tellement dégradée que ce n'était plus qu'une ruine. Je commençais à monter la pente douce, suivant le sentier bordé de lotissements. Il faisait très sombre. Enfin, j'arrivai au fameux petit bois. La gorge serrée et les mains glacées, je me préparais à retrouver la sinistre bâtisse. En voyant les branches se balancer sur le fond grisâtre du ciel, je ne pus m'empêcher de ralentir. Je traversai la pelouse, passai à côté des chênes, encore un effort, et j'atteindrais mon but. Mais le spectacle qui m'attendait me figea sur place. Je reçus un véritable choc. Il n'y avait plus de maison. Poussant un cri de surprise, je bondis de mon vélo qui tomba par terre. C'était incroyable. J'eus beau chercher, rien. Il n'y avait plus rien. M'étais-je trompé d'endroit? J'essayai de me représenter la bâtisse. Non, elle avait bel et bien disparu. Les chênes se dressaient, gris-bleu dans le clair de lune. Seulement leur ombre ne s'étendait plus que sur un amas de planches et de briques. Le bâtiment avait été complètement démoli. Éberlué, je fixai le terrain où il s'était dressé comme si je pouvais le faire revenir. Soudain, un moustique piqua mon front, me faisant sortir de ma torpeur. Je revins sur le sentier, c'est alors que je vis une pancarte sous laquelle il était écrit « Vendu ». La maison Kaufmann avait donc été achetée et le nouveau propriétaire l'avait rasée. Elle n'existait plus, d'accord, mais la cave et l'atelier qu'elle abritait. Je revoyais, comme si c'était hier, le petit placard encastré dans le mur, juste au-dessus de l'établi. C'était dans ce recoin que j'avais dissimulé l'appareil. Je continuais à avancer, tel un automate. Je dérapais sur l'herbe rendue humide par la rosée. J'inspirais profondément l'air frais, gardant un œil sur les grands arbres argentés. Après avoir évité un tas de ferrailles et de vieilles poutres pourries, je constatai que la maison avait été réduite à un amas de portes empilées, de fenêtres posées sur des planches, de verres cassés éparpillés sur le sol et de monceaux de briques, d'un évier appuyé contre un arbre et d'une baignoire renversée. Où pouvait se trouver l'entrée de la cave? Je fis quelques pas, les jambes lourdes. Soudain, je me sentis mal à l'aise, comme si une force invisible m'empêchait d'avancer. Devant les vieux chênes, je découvris une ombre épaisse. Tout d'abord, je la pris pour un petit étang. Mais en m'approchant, je m'aperçus que c'était un vaste trou, un immense trou noir creusé dans le sol. C'était tout ce qui restait de la cave. Je m'arrêtai sur le bord, j'étais mal à l'aise et déçu. Clignant des yeux pour m'habituer à l'obscurité, je tentais de distinguer quelque chose dans ce puits sombre et profond. Malheureusement, les arbres cachaient la lune. D'une main tremblante, je sortis la torche de ma poche. Je l'allumai et dirigeai le faisceau sur le fond de la fosse. La lumière jaune n'éclaira que de la boue d'où sortait un enchevêtrement de racines. C'était tout. La cave avait été totalement vidée et le sol en béton enlevé. Et l'appareil, où était-il passé?
Quelqu'un avait dû le trouver et l'emporter, ou bien les ouvriers l'avaient cassé en abattant les murs. Écrasé, réduit en miettes. Désespéré, j'éteignis ma torche et la remis dans ma poche. Je quittai cet endroit lugubre, évitant les gravats et les vitres brisées. Une brusque rafale de vent fit craquer les branches des chênes majestueux. Pourtant, ces bruits sinistres et cette atmosphère surnaturelle ne m'émurent pas. Je ne pensais qu'au zéro fatidique qui allait gâcher mes vacances. Le polaroid ayant disparu, j'étais bon pour en baver. J'allais continuer à être la risée des copains de la classe. Abattu, je poussai un long soupir, et la colère me submergea. Furieux, je donnai un violent coup de pied dans un monceau de bois et décidai de reprendre mon vélo. J'avais fait à peine 10 pas qu'une voix aiguë cria derrière moi. « Ne bouge plus, tu es pris !»